Alors bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on est avec Pierre qui va nous parler de une heure pour tout savoir sur la littérature. Absolument, plus exactement bouquin, 1 heure pour tout savoir sur la littérature. C'est mon spectacle. C'est un seul en scène dans lequel on va essayer de retracer toute l'histoire de la grande littérature et comprendre pourquoi Les Misérables de Victor Hugo c'est de la littérature, mais pas ma notice de montage de bibliothèque de marque suédoise. Et comment on fait la différence entre un seul en scène et un stand-up Oh là 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 déjà? là, c'est toujours. Alors moi, je fais partie des gens. Je ne sais jamais. C'est toujours compliqué de se mettre dans une catégorie. Seul en scène, stand-up, one-man show, conférence, spectacle, etc. Moi, ce que je dirais plus simplement, c'est que c'est un spectacle où on va apprendre des choses et on va rire un peu de temps en temps. Et je pense que c'est déjà pas mal. Alors pourquoi tu as écrit ce... Parce que c'est toi qui as écrit le C'est spectacle, mon je spectacle, je suppose. l'ai coécrit avec un ami humoriste qui s'appelle Carlos Flinroy, qui a beaucoup de talent et qui m'a mis en scène d'ailleurs. En fait, c'est venu de la réflexion d'une amie. J'avais un premier spectacle face au peuple, donc que je joue ici cette année et que je joue depuis plusieurs années à Avignon. Et un jour, cette amie est venue me voir, elle m'a dit, mais tu sais, tu parles de plus en plus dans ton spectacle de livres, du Petit Prince, de culture. Pourquoi tu fais pas un spectacle entier sur le sujet? Et l'idée a germé. Et je me suis dit, oui, c'est une bonne idée. Surtout que des spectacles de vulgarisation, comme on dit, il y en a eu sur pas mal de sujets. Il y en a eu sur la philo, les maths, la physique, sur l'art avec, Alex Vizorek. Il n'y en avait jamais eu sur la littérature. Et quand je me suis rendu compte de ça, ben, je me suis dit, il faut le faire. Surtout que ben, c'est mon parcours. J'ai fait des facs de lettres, Hippocagne, Cagne, etc. Et ben, je voulais un peu transmettre ce que j'ai pu apprendre et comprendre pour que des gens qui n'y connaissent pas grand-chose ou s'y connaissent mais ont envie d'approfondir puissent avoir les repères importants pour comprendre la grande histoire de la littérature. Et comment tu as fait le choix des livres que tu allais aborder Ça, c'est une grande question. En fait, c'est le plus difficile. Parce que à la base, j'avais énormément de textes, énormément de possibilités, et puis après, on réduit, on réduit, on réduit. Le choix, il vient de plusieurs choses. D'abord, il y a quels auteurs sont vraiment fondamentaux à un moment donné et ont changé quelque chose. C'est difficile de passer à côté de Victor Hugo. Et à l'inverse, il y a des auteurs qui sont importants, mais dont on n'a pas forcément besoin pour raconter un mouvement littéraire à part entière. Et puis, il y a des auteurs dont on va revenir plus en détail, d'autres qu'on va traiter avec d'autres au milieu. Mais ouais, il a fallu faire des choix. Et puis, il y a une autre raison de choix, il y a les gens que j'aime bien. Il y a un peu de subjectivité. Voilà, je préfère Stendhal à Flaubert. Il y a un peu plus de Stendhal que de Flaubert, donc. Et là, je vais poser une question horrible, mais ça va être extrêmement intéressant. Allons-y. Si on ne devait garder qu'un seul auteur Ah en là là. France, qui ça serait? Honnêtement, il y a ce mot fameux d'André Gide à qui on demandait au début du XXe siècle qui est le plus grand poète, et il répondait Victor Hugo, hélas. Et je trouve que c'est une réponse très vraie, parce que Victor Hugo, c'est le plus grand, sans doute le plus grand auteur français. Il a été emblématique, il est au carrefour de tout, de la politique, de la poésie, du théâtre, du roman. Il a révolutionné énormément de choses. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un côté où il peut en faire des tonnes, Victor Hugo. Victor Hugo, c'est des pages et des pages et des pages. Personne ne lit Les Misérables en entier, d'ailleurs. Personne. On fait tous semblant, en réalité. On croit qu'on connaît Les Misérables. Mais Les Misérables, c'est des milliers de pages. C'est très difficile. Mais je pense quand même que, ouais, à la fin, un Victor Hugo, s'il ne fallait n'en garder qu'un, je crois, serait un peu emblématique. Sans doute Molière pour le théâtre. Mais en même temps, ces questions, c'est un peu des apories, des questions sans réponse, parce qu'un auteur ne s'évalue et ne se regarde aussi que par rapport aux autres, à ceux qui l'ont précédé, à ceux qui le suivront et au discours qu'il y a eu autour. Donc il faut, je pense, justement, et c'est un peu l'enjeu du spectacle, donner les repères importants pour comprendre comment tel auteur a pu apparaître après tel autre, qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau, qu'est-ce qu'il a apporté de différent, etc. etc. Et quel livre de Victor Hugo? Ah, il y en a beaucoup. Sur Victor Hugo, j'aime beaucoup sa poésie quand même. Donc, les Contemplations, c'est quand même très beau. C'est peut-être le plus grand recueil de poèmes qu'on ait écrit. Et sinon, s'il faut vraiment Les Misérables pour le coup, mais alors, va falloir s'accrocher, c'est un peu long, hein. Ah ouais, mais bon, ça explique.
Ça se fait quand même comme du petit pain, j'ai envie Ah de mais dire. Victor Hugo, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il y a plein d'histoires, et puis d'un coup, il va s'arrêter pour faire une description de 100 pages. Bon, ben, c'est comme ça, faut s'accrocher. Et Zola. Ah, Zola, moi j'aime beaucoup. Zola, c'est un des auteurs que je cite beaucoup et que j'adore. Moi, il y a un truc que j'adore chez Zola, c'est que chez Zola, c'est toujours des histoires qui commencent mal, et à la fin, ça finit pire. C'est toujours très sombre, et en même temps, plein d'humanité et d'espoir. D'ailleurs, je parle de Zola dans le spectacle et je résous notamment une grande question, c'est pourquoi Germinal s'appelle Germinal. Bah, si vous voulez le savoir, venez voir le spectacle. Ah, on pourra pas le savoir lors de Ah non, l'interview. ah non, ah non, ah non. Zut. Et il y a d'autres auteurs que tu abordes. Bien sûr, il y en a beaucoup. Ben, on essaie de retracer l'ensemble. Donc on part de l'Antiquité, évidemment, un peu d'Homère, bien sûr, et on arrive jusqu'à nos jours, finalement. Donc Sartre, Annie Ernaux, etc. Et au milieu de tout ça, on essaie de brosser quelques portraits et mouvements importants. Voilà. On va essayer aussi de faire comprendre les grands mouvements. Vous savez, tous ces mouvements littéraires dont on nous parle beaucoup au collège et au lycée, et franchement, des fois, on a un peu du mal à comprendre. Qu'est-ce que c'est le classicisme? Qu'est-ce que c'est le romantisme? Qu'est-ce que c'est le réalisme? Eh ben, je vais essayer d'expliquer ça de manière ludique et je l'espère efficace. Et là, si tu devais, imaginons que là, on arrive, euh, quelqu'un a un lycéen à la maison qui aime pas trop lire, Oui. tu conseillerais quoi? Ah ben, bien sûr de venir voir mon spectacle. Déjà? Évidemment, évidemment, c'est très efficace. C'est le spectacle le plus rentable de tout le festival d'Avignon. En 1 heure, vous pourrez faire semblant d'avoir à peu près tout lu. C'est quand même bien efficace. Par contre, ça peut coûter cher après parce que ça donnera peut-être le goût de lire aussi. Mais peut-être, on sait jamais. Je l'espère bien, je l'espère bien. Et non, honnêtement, je pense qu'en vrai, pour répondre sur... je suis d'accord que quand on est plus jeune, c'est souvent difficile d'avoir vraiment envie de lire. Et je peux comprendre pourquoi, hein, vous savez. La littérature, c'est le temps long, c'est parfois fatigant, il y a des textes qui sont vieillis, et quand on n'a pas les références de l'époque, c'est difficile de saisir des textes. Donc honnêtement, parfois je pense qu'il ne faut pas avoir honte de lire de manière impure, de lire avec un résumé, de lire en sautant des passages, parce que c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on s'approprie un texte, de lire avec un texte à côté qui nous explique les références historiques, etc., parce que c'est ce qui permet aussi de saisir un texte. N'ayez pas de honte, vous savez, la littérature, honnêtement, tout le monde bluffe. Il y a des tas de gens qui font semblant de tout connaître et qui honnêtement n'y connaissent pas grand-chose. Vous pouvez lire comme vous voulez, comme vous le sentez, à votre rythme. Ne bluffez pas, juste, mais lisez vraiment. Ça me fait penser à Hernani de Ah, Victor Hugo. on en parle dans le Où spectacle. tout le monde connaît Hernani, mais personne connaît l'histoire. Personne ne connaît Hernani. Et c'est tout à fait vrai. On connaît plus, là c'est vraiment un événement intéressant, Hernani, on connaît plus les réactions à la pièce. On sait que c'est une pièce qui a fait scandale. Et effectivement, ça a été la grande bataille entre les classiques et les romantiques. Mais en fait, personne ne lit vraiment Hernani. Et pour cause, ne le cachons pas, Hernani, c'est assez difficile à lire. Et les pièces de Victor Hugo, elles sont assez difficiles à lire parce qu'il casse ses vers, il fait exprès de dérouter le spectateur, d'utiliser un vocabulaire parfois complexe. Donc oui, on est typiquement dans ces exemples de on fait semblant d'avoir lu, mais en fait, on ne connaît pas si bien. Parce qu'il me semble qu'il y a des sortes de points de rupture avec l'Alexandrin. Exactement. Et c'était la première œuvre qui a fait ça. Exactement. Et c'est ce qui a fait justement un parti scandale. Ah bah c'est, pour le coup ça tombe bien, c'est exactement le spectacle. Je retrace pour vous la bataille d'Hernani à un moment donné. Mais oui, il brise ses alexandrins, Victor Hugo. Il ne les rythme pas de la même manière que les alexandrins classiques. Il les casse. Un personnage le commence, un autre le termine, et parfois un troisième encore. Alors ça, je peux vous dire que ça n'a l'air de rien, mais quand vous venez de 3 siècles de classicisme et de Racine, ça a été un immense scandale. Et comment la littérature a évolué? Ah Alors, là là là. on va essayer de faire court parce que si on commence à partir de l'antique, Oui. je pense que la nuit sera tombée, qu'on n'aura pas fini. Oui, mais oui. on va dire justement, vu qu'on parle d'Hugo, donc de Hugo à aujourd'hui. Ben, la littérature, de toute façon, elle a toujours suivi un peu les évolutions de la société. Elle a un peu expérimenté en fonction des évolutions de la société et aussi des peurs et des angoisses de la société. Au XXe siècle, notamment, le grand changement, c'est que la littérature, elle a perdu un peu ses idéaux. Au XXe siècle, avec 2 guerres mondiales, la littérature est devenue plus sombre, plus absurde, et là où elle s'est aussi beaucoup épurée.
on a perdu des mots, on a réduit au maximum les phrases. Finalement, je pense qu'elle a simplement essayé de suivre ce qui se passait dans la société. Et je ne veux pas trop en dire parce que je termine un peu le spectacle là-dessus, sur ce que j'estime être la littérature et ses évolutions. Alors si vous voulez en savoir plus, venez. Et Tolkien au milieu de tout ça. Ah, ça c'est un grand sujet. J'avoue que je ne parle pas tant que ça de la littérature fantastique et populaire, mais parce que justement, la difficulté c'est qu'elle a beaucoup été méprisée. Et moi j'essaie de donner un peu les repères nécessaires, un peu, vous savez, tous les repères de ces auteurs qu'on a appris à l'école et qu'on a oubliés. Et c'est, je trouve, un des vrais problèmes de la littérature. À quel point, souvent dans son histoire, ont été méprisés des auteurs pourtant importants. Pour raconter Tolkien, dans les années 50, Le Seigneur des Anneaux est sorti. Son ami C.S. Lewis le propose au prix Nobel de littérature. Eh bien, tout le monde s'est moqué de lui. Tout le monde. Alors que c'est probablement un des plus grands auteurs et indéniablement l'un des plus populaires du XXe siècle. La littérature, elle est très souvent engoncée dans ses idéologies. Et d'ailleurs, des prix Nobel de littérature qui ont écrit de la science-fiction ou de la fantasy, eh ben, on n'en trouve pas beaucoup. On en Parce trouve que très peu. c'est vrai que si je ne dis pas, si je me trompe pas trop au niveau des années, il me semble qu'on a eu vraiment l'émergence du fantastique après la Seconde Guerre mondiale Exactement. et peu de temps après de l'anticipation fiction Exactement, oui, et de oui. la science-fiction. Exactement. Alors il y en a eu toujours, plutôt, etc. Mais c'est vrai que les grandes époques, ça a Oui, été... on va pas parler de Jules Verne qui Exactement, en fait lui-même partie avait aussi, déjà ça. mais il a été le premier, mais de très très loin Ah, de avant. loin, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr, ça... Mais ça, je pense que ça rejoint aussi un peu ce que je pouvais dire, c'est qu'en fait, la littérature, elle a suivi les évolutions de la société. Le fantastique et la science-fiction sont aussi apparus, pourquoi? Et notamment cette science-fiction d'anticipation, mais parce que la société était très angoissante. Je veux dire, une guerre, des totalitarismes partout, la science-fiction, l'absurde, toute cette philosophie absurde aussi qu'il y a derrière, dont on parle beaucoup, ben, elle est apparue grâce et à cause de cela. On va terminer sur une dernière question, pour le coup, c'est un auteur très 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 contemporain. Ah là 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 là. Je vais essayer de faire. Non, il est un peu connu quand Guillaume même. Musso, non? Non, Bernard Weber. Ah, Bernard Werber, ouais, 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 ouais. Moi, je le lisais beaucoup quand j'étais adolescent, je me souviens. Les fourmis, notamment, etc. Ah, les fourmis, la saga des. Il y a eu les Thanatonautes après Ouais, aussi, les ouais, ouais. Thanatonautes. Il y a eu les dieux. Oui, 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 oui. Mais Werber, c'est intéressant. Alors, je dois dire, pour être honnête, que c'est un de ces auteurs que, moi, à un moment donné, j'ai un peu arrêté. J'aimais beaucoup Adolescent, puis je pense que c'est un de ces auteurs d'adolescence aussi, qu'on aime aussi pour ça. Mais je pense qu'il est l'un des emblèmes de ces auteurs qui ont vécu ce truc d'être très populaire et en même temps pas du tout reconnu par les institutions. La presse n'a jamais été tendre avec lui, les institutions ne l'ont jamais été. Et pour reboucler un peu sur le spectacle, c'est un des éléments que j'essaie d'interroger. Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, il y a des œuvres que tout le monde lit et qu'en même temps, l'officiel, la presse officielle, les institutions négligent? Au XIXe siècle, c'était la même chose. Les Mystères de Paris, c'est le livre le plus lu du XIXe siècle. Personne ne l'étudie plus à l'université ou à l'école. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça à un moment donné? Ça, j'en parle. Eh ben, merci bien, Pierre. Merci beaucoup.